Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureux d'initialiser cette réunion un peu particulière. Elle s'adresse à une partie du public ici présent, mais aussi à vous, plus nombreux, qui êtes derrière un écran. Les conditions sanitaires, qui, nous l'espérons, seront vite allégées, sont ainsi respectées. Nous sommes ici dans une grande salle prêtée par la municipalité d'Erquinghem-Lys, ville où se trouve le siège de notre Lions Club. Je voudrais tout d'abord remercier Michel Lano, président de la commission Tulipe du Club d'Armentières, qui a parfaitement géré ces 2 saisons de Tulipe contre le cancer et pour l'organisation de cette soirée. Nous sommes rassemblés ce soir pour un moment très agréable dans le déroulé de l'action des Tulipes contre le cancer, celui de la remise des bénéfices générés par l'échange de dons contre un bouquet. Les représentants des clubs associés au Club Planteur d'Armentières nous ont rejoints. L'ensemble des membres, amis et bénévoles ont reçu le lien qui permet de participer en direct depuis chez eux à cet événement. Le centre Oscar Lambré, à qui nous destinons le résultat de notre action commune, nous fait l'immense plaisir d'être présent. Madame Fanny Girard, responsable du service Relations, Donateurs et Communication, Monsieur Alessandro Furlan, chercheur, le docteur Samuel Maignan, chercheur et responsable de l'unité UTRT. Je vous explique. Unité tumorigénèse et résistance au traitement. Et Monsieur Éric Lartigot, directeur général du centre Oscar Lambré, à qui je vais sans tarder passer la parole. Bien, écoutez, bonsoir. Merci d'abord pour votre accueil ici à Erquinghem-Lys. Merci à tous les Lions d'être présents. C'est vrai que pour le centre Oscar Lambré, c'est toujours un moment un petit peu particulier qui n'avait pas pu avoir lieu l'année dernière. Donc, il fallait que quelque chose se fasse. Voilà. Et on est vraiment ravis de venir vers vous, de vous remercier, tous ceux qui êtes physiquement présents dans cette salle et tous ceux qui sont à distance connectés. Ces outils nous permettent aussi d'avoir voilà, tous ceux qui ont participé, peu ou prou, présents avec nous ce soir, même si c'est à travers cette vidéo. Et ça nous permet de les saluer et de les remercier. Donc, une fois de plus, le centre Oscar Lambré est avec vous. C'est toujours un grand plaisir. J'espère que ça restera pour vous un plaisir comme ça l'est pour nous, de pouvoir échanger, de pouvoir passer quelques minutes avec vous. Je sais que ce soir, ce sera un petit peu contraint parce que nous avons des impératifs horaires que nous avons essayé de respecter. Mais je vous assure que l'année prochaine, nous aurons une vraie partie au sens anglo-saxon du terme ensemble et que nous pourrons vraiment passer un moment beaucoup plus agréable et beaucoup plus convivial, même si celui-ci va être déjà très agréable et très convivial. Donc ce soir, nous avons le plaisir d'avoir un chercheur que vous connaissez bien, Samuel Maignan, et un jeune chercheur que vous connaissez un peu moins bien, Alessandro Furlan. Alessandro est d'origine italienne. Alessandro a rejoint l'unité après avoir fait de la recherche sur le pôle de recherche hospitalo-universitaire et le campus de Lille et vient d'être nommé maître de conférence des universités. Il y a quelques jours, ce qui aussi traduit la qualité du travail qu'Alessandro avait fait par le passé et qu'il fera maintenant dans le cadre de l'UTRT de Samuel et en lien avec toutes les équipes qui se regroupent, vous le savez, sur le site du campus hospitalo-universitaire de Lille, Oncolille, dans le centre Oscar Lambré, et l'un des membres fondateurs. Voilà, ben écoutez, je vais moi également passer la parole rapidement, remercier tous ceux qui nous accompagnent, le président en exercice et le futur président qui attend avec impatience de prendre ses fonctions, si j'ai bien compris. Donc nous sommes dans les temps pour remercier le président en exercice de toute l'aide qu'il a apportée, puis remercier tous les Lions qui ont participé, tous les clubs, qui sont les clubs qui nous permettent tous les ans de recevoir ce don dont, vous savez, nous faisons le meilleur usage. Fanny représente aussi la garantie de ce bon usage à travers le comité des dons et legs, à travers les comptes que nous présentons tous les ans à notre conseil d'administration et qui atteste aussi que l'orientation de ces dons répond à votre demande, répond aux objectifs des Lions. Merci infiniment, merci à tous ceux qui ne pouvaient pas être là mais qui sont connectés à distance. Et je pense que c'est Samuel qui prend la parole maintenant pour présenter un tout petit peu les actions du TRT. Et voilà, pour nous dire comment vos fonds, vos dons vont être mieux utilisés. Samuel, je te passe la parole. Merci encore.
bonsoir à tous. Alors, je vais préparer une présentation pour vous expliquer au mieux ce pourquoi vous plantez et récoltez tous les ans des tulipes et c'est pourquoi on a vraiment plaisir à se retrouver tous les ans. Donc autour des activités donc, de l'UTRT, Unité Tumorigenèse et Résistance au traitement du Centre Oscar Lambret, que je dirige, que j'ai la choix de diriger donc, avec cette très chouette équipe ici masquée, Covid oblige, et avec Alessandro, comme on l'a dit, qui vient nous rejoindre. Donc, c'est une unité, vous le savez maintenant, qui se consacre exclusivement à la recherche sur les tumeurs cérébrales de l'enfant. Et donc, brièvement, pour vous rappeler, les cancers de l'enfant, ce que c'est à peu près un enfant sur 440 qui va être touché par un cancer. C'est beaucoup plus que ce qu'on croit. C'est la seconde cause de mortalité après les accidents de la vie quotidienne. Et la bonne nouvelle, c'est que ce sont quand même des cancers qui sont très différents de ceux de l'adulte et qui ont une bonne réponse au traitement, une bonne chimiosensibilité. Ce qui fait que, tout confondu, eh bien, ce sont des cancers de l'enfant où on a un taux de guérison qui avoisine les 80%. Alors nous, bien sûr, on va s'intéresser aux 20% restants, ceux qu'on n'arrive pas encore à soigner. Et on va s'intéresser donc aux DIPG qui font partie donc, des tumeurs du système nerveux central, donc ces tumeurs qui se situent à la base du cerveau, et qui sont très différents des formes de l'adulte. Donc, on ne va pas pouvoir beaucoup exploiter ce que l'on sait des gliomes de l'adulte pour guérir ces enfants, qui ne répondent peu ou pas, c'est même d'ailleurs pas à la chimiothérapie, aux chimiothérapies actuelles. Alors, on en développe, on en teste tous les jours des nouvelles, mais à l'heure actuelle, ça ne marche toujours pas. Le traitement de référence de ces tumeurs, c'est la radiothérapie, avec un effet qui va être limité dans le temps, malheureusement, une reprogression qui est quasi systématique, et puis une moyenne de survie qui est de 9 à 12 mois. Donc, on comprend bien que tout reste à faire. Et un exemple qui est assez frappant sur ces tumeurs, c'est Neil Armstrong, le premier homme sur la Lune. Sa fille était touchée d'un DIPG, donc de cette fameuse tumeur. Et puis, eh bien, on se rend compte que ces 50 dernières années, donc depuis qu'on a marché sur la Lune, eh bien, on n'a pas eu d'amélioration significative dans le traitement de ces enfants. Alors, je vous rassure, ça va changer, parce que de plus en plus d'équipes travaillent dessus et on a de plus en plus de connaissances sur ces tumeurs. Alors, pour expliquer les travaux du laboratoire, j'ai pris une image qui, j'espère, vous parlera, je pense vous parlera bien, c'est celui des tulipes. Et vous allez voir, ça va être mon fil conducteur ce soir pour que vous compreniez parfaitement ce qu'on fait au laboratoire. On va dire que ces tulipes, eh bien, ce sont des cellules humaines, et puis parmi elles, eh bien, va apparaître une tulipe, ici en gris, qui est bien une tulipe mutée, une tulipe cancéreuse qui rapidement eh bien, va proliférer, puis venir polluer tout votre joli champ de tulipes. Eh bien, ça, c'est l'image de cette cellule cancéreuse qui va muter, puis qui va devenir une tumeur au milieu du tissu cérébral. Alors, le premier axe du laboratoire que l'on développe, on l'a intitulé « Comprendre pour mieux traiter », c'est comprendre la mécanique de ces cellules cancéreuses. Alors, il y a une mécanique qui est apparue ces dernières années, c'est une mutation qui s'appelle H3.3K27M. Et on sait que cette mutation, elle est très spécifique des tumeurs de l'enfant. Elle est présente dans quasiment tous les DIPG, donc on sent bien son importance. Et on sait, par d'autres études, qu'elle est responsable de cette cancérisation. Avec d'autres mutations, c'est elle qui rend notre jolie tulipe, cette tulipe grise, qui nous pose sans problème. Nous, la question que l'on a au laboratoire, qui s'appelle, rappelez-vous, résistance au traitement, c'est comment cette mutation va impacter la capacité des cellules cancéreuses à résister au traitement. Ok, la mutation, elle est responsable de la cancérisation. Mais une fois que l'enfant arrive au centre Oscar Lambret avec sa tumeur, la question n'est plus trop de savoir comment elle est apparue, mais comment on va pouvoir la traiter. Et c'est pour ça que nous, on se pose cette question très spécifiquement avec une approche qui consiste à induire la mutation dans des cellules qui n'étaient pas porteuses de la mutation ou réverser la mutation, c'est-à-dire enlever du génome la mutation dans des cellules qui étaient porteuses. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir s'intéresser à l'impact de la réversion ou à l'induction de la mutation sur la réponse à la radiothérapie et la chimiothérapie, et puis mettre ça en regard avec l'expression des gènes qu'il peut y avoir au sein d'une cellule. Le but étant, in fine, d'identifier les mécanismes de résistance et puis d'identifier surtout des cibles thérapeutiques potentielles. Contrecarrer cette mutation pour rendre les cellules de nouveau sensibles au traitement. Alors ça, c'est le travail de mon étudiant, Andrea Ratokomalala. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui est vraiment difficile parce qu'il va falloir venir réécrire l'ADN. C'est un travail long mais nécessaire. Et on sait bien, on sait maintenant avec le Covid, quand on a des situations d'urgence, et là on est quand même dans les situations d'urgence, on a des enfants qui meurent tous les ans des DPG, eh bien,
On peut aussi emprunter des chemins un peu plus rapides à travers ce qu'on appelle le repositionnement de molécules. On en a entendu parler avec le Covid et la chloroquine, ce n'est pas un très bon exemple. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va d'abord faire un criblage pharmacologique. Et là, je reprends mon histoire de tulipe. On sait que notre tulipe, elle est résistante à la chimiothérapie conventionnelle. On sait que voilà, les phytosanitaires, eh bien, ne fonctionnent pas. Alors, on va aller chercher ailleurs, dans tout ce qu'on a un peu sous la main, à la maison. On va tester, alors là, j'ai pris l'exemple de produits ménagers qu'on a à la maison, du sel, du poivre, du lait. Et puis, on va se dire, voilà, on prend des produits que l'on sait, que l'on connaît très très bien, que l'on sait non toxiques, et on va le tester sur nos tulipes, avec dans l'idée que, surtout, on veut ne pas toucher les cellules saines. C'est-à-dire que on sait que ces produits-là ne vont pas tuer les cellules saines, et on va se poser la question juste de, eh bien, est-ce qu'on arrive à tuer les cellules cancéreuses? Alors, ici, j'ai pris l'exemple voilà, de l'eupacitron et le miel, qui va tuer notre tulipe cancéreuse, mais pas la tulipe saine. Alors, bien sûr, vous doutez bien qu'on ne teste pas des produits ménagers sur nos cellules cancéreuses. Ce qu'on va tester, ça va être des médicaments. Des médicaments qui sont déjà connus, reconnus, testés, validés, qu'on sait que l'on pourra donner à un patient par la suite. Et ça va nous faire gagner beaucoup de temps par la suite. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les cellules cancéreuses, on a testé 1300 médicaments. Et sur cela, alors on l'a fait avec une collaboration avec des gens qui ont une plateforme robotisée, parce que tester à la main 1300 molécules, ce n'est pas possible. Et donc, on a regardé parmi ces 1300 médicaments ceux qui tuaient nos cellules cancéreuses. Et on a identifié comme ça eh bien, une dizaine de composés qui étaient capables, donc une dizaine de médicaments déjà validés, qui étaient capables de tuer les cellules de DIPG in vitro. Alors, il y a encore du travail à faire, hein, c'est-à-dire comprendre comment on tue ces cellules. Il ne s'agit pas juste de dire on les a tuées et puis on va pouvoir traiter les enfants avec ça. Combiner ça avec la radiothérapie. Alors, par exemple, il y a un candidat médicament sur lequel on travaille qui est un antiparasitaire. On se demande bien pourquoi on y a donné un antiparasitaire pour une tumeur cérébrale, mais le fait est que ça tue ces cellules cancéreuses et qu'on a un effet qui est synergique avec la radiothérapie, c'est-à-dire que ça rend la radiothérapie encore plus efficace. Et puis, on va s'intéresser aussi à la distribution dans le corps parce qu'il va falloir que ça atteigne le tissu cérébral. Voilà, donc ça, ce sont les deux grands axes du laboratoire. Et puis, ces deux grands axes nous ont amenés à repenser certaines choses dans notre façon de faire. Je reprends l'image de ma tulipe qu'on a réussi à tuer. Il y a quelque chose qui est choquant dans cette image, c'est que cette tulipe, elle est coupée, elle est toute seule, elle est dans un tube à essai et en lumière artificielle. C'est un peu ce qui se passe en laboratoire. C'est-à-dire que, finalement, on met des études, mais dans des conditions qui ne sont pas les conditions de la vraie vie. Et là, j'en reviens à mon illustration, c'est que nous, on cultive, mais tous les chercheurs dans le monde, cultivent leurs cellules dans ces boîtes de plastique, dans un milieu liquide hyper nutritif, ce qui est quand même très très différent d'un cerveau humain, d'une tumeur cérébrale. Si on reprend l'analogie avec les tulipes, c'est comme si, eh bien, pour combattre ces fameuses tulipes, on faisait toutes nos études en serre, en culture hors sol. Et je prends cette image pour vous expliquer le projet que mène Alessandro depuis maintenant une grosse année, qui est de développer eh bien, une tumeur sur puce, donc un DIPG sur puce, pour mimer au mieux, in vitro, donc ça reste en laboratoire, le micro-environnement tumoral des DIPG pour mieux évaluer et améliorer l'efficacité des traitements. Alors, on va s'intéresser à plusieurs points. Le premier point, c'est de se dire que dans mon champ de tulipes, il y a beaucoup de tulipes qui sont serrées. Eh bien, c'est la même chose dans ma tumeur. Dans ma tumeur, il y a beaucoup de cellules cancéreuses qui sont serrées les unes aux autres. Or, en serre ou en laboratoire, eh bien, les cellules cancéreuses, elles ont de la place. Elles sont cultivées en couches simples, ce qui n'est pas représentatif de ce qu'on a dans la vraie. Un autre paramètre, c'est que eh bien, vos tulipes dans le champ, elles ont un accès limité aux ressources. Elles doivent prendre les nutriments dans la terre et se composer avec l'eau de pluie. Eh bien, dans une tumeur, c'est un peu pareil. Les cellules cancéreuses, quand elles sont loin des vaisseaux sanguins, eh bien, elles vont avoir un accès réduit aux nutriments et à l'oxygène. Et ça va être un facteur de résistance important des DIPG. Eh bien, ça, c'est quelque chose que nous ne retrouvons pas dans nos cultures classiques, où les nutriments et l'oxygène sont présents de façon limitée. Un autre point, c'est le terreau. Vos tulipes poussent dans la terre avec un certain nombre d'éléments nutritifs et puis une contrainte mécanique. Alors que dans les cultures hors sol, eh bien, les tulipes poussent sur un substrat. Eh bien, nous, c'est un petit peu pareil. Dans un cerveau, il y a une matrice extracellulaire qui a des composants particuliers, qui a une rigidité particulière et qu'on ne reproduit pas actuellement dans nos contenants en plastique avec du milieu de culture liquide. Et puis, le dernier point,
c'est ce que j'ai représenté ici. C'est une espèce de... Imaginez que vous avez une haie autour de votre champ de tulipes qui va arrêter le vent et qui va arrêter tous les produits toxiques qui pourraient arriver sur vos tulipes. Eh bien, cette haie protectrice, c'est la barrière hémato-encéphalique. C'est une barrière qui va protéger le cerveau des toxiques, très très bien, sauf qu'elle va aussi protéger les tumeurs cérébrales des chimiothérapies. Eh bien ça, en culture hors sol, on n'a pas cette haie, et en laboratoire, on n'a pas cette barrière hémato-encéphalique. J'en viens maintenant au dispositif qu'a mis en place en à peine un an Alessandro, donc ce prototype de barrière de DIPG sur puce, où ici, on ne voit pas très bien, mais vous avez donc un disque de cellules en 3 dimensions, avec une matrice extracellulaire cérébrale, donc on a pris des composants de la matrice extracellulaire, elles ne sont plus dans un liquide, avec un gradient du nutriment et de l'oxygène. Ici, dans le petit panier, vous avez une barrière hémato-encéphalique humaine, et tout ça est connecté par ce qu'on appelle de la microfluidique, donc c'est de la plomberie, mais à toute petite échelle. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on reproduit donc un cerveau en laboratoire, une tumeur cérébrale en laboratoire, mais ça sous l'œil d'un microscope, puisque tout est transparent et compatible avec la microscopie. Et donc, avec ce premier prototype, donc, qui va être amené à être miniaturisé, ici vous avez un système de pompe, vous avez beaucoup de choses qu'il va falloir que l'on miniaturise pour faire entrer ça dans une plaque de culture conventionnelle, eh bien, on va pouvoir observer et comprendre de façon juste, c'est vraiment ça l'idée, de façon juste, la réponse des cellules de DIPG au traitement à la fois de chimiothérapie et de radiothérapie, séparées ou combinées. Alors, pour faire ça, on a donc un dispositif qui est transparent, c'est très très bien. Maintenant, il va nous falloir des caméras de surveillance pour, jour et nuit, regarder ce qui se passe dans le dispositif. Ça, c'est le projet d'acquisition qu'on a dans les années à venir. C'est l'acquisition d'un système de vidéomicroscopie en temps réel. Donc, on pourrait comparer, donc le voici, on peut comparer donc à une serre dans laquelle on aurait une caméra de fluorescence qui, jour et nuit, eh bien, suivrait nos cellules cancéreuses, donc suivrait la réponse au traitement, puisque les cellules répondent sur plusieurs jours. Et donc, on pourrait voir ce qui se passe en fonction des différentes zones de la tumeur. Et puis, vous savez mieux que quiconque, eh bien, prendre soin de tulipes, ça demande des fermiers. Ça demande beaucoup de bras, beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. Et donc, eh bien, grâce notamment à l'aide des associations, eh bien, c'est comme ça qu'on a pu financer cette première année Alessandro, qui maintenant va devenir maître de conférence à l'université. Donc, c'est à travers bien toute cette aide qu'on a pu développer et qu'on va pouvoir encore développer ce projet qui est important pour nous, est important pour toute la communauté scientifique, et puis va nous servir pour tous nos projets. C'est-à-dire que eh bien, tout ce que je vous ai montré avant a pour vocation d'être testé, non plus dans des boîtes de culture qui ne représentent pas la réalité, mais dans ce modèle de tumeur cérébrale sur puce. Je finirai par vous remercier encore et toujours pour votre aide année après année, pour votre investissement qui nous permettent voilà, de mener à bien ces projets. Et puis je vous invite à nous poser toutes les questions. Donc Alessandro est parmi nous, c'est M. Masquet qui est ici, on ne reconnaît pas. Mais... donc voilà, toutes les questions que vous avez. Alors, je ne sais pas si via Internet, ce sera possible aussi de poser des questions, mais nous sommes là pour ça. Merci beaucoup. Ah ben voilà, il y a une question. Une question? Oui, une question très naïve. On a beaucoup parlé avec le Covid de l'ARN messager. Tout à fait. En étant une technique en fait, assez longtemps pour traiter certains cancers. Donc, du coup, je me demandais si cette technique était applicable dans votre champ de domaine. On en parle beaucoup depuis longtemps. Est-ce que ça deviendra une réalité? Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. Toutes ces techniques, après, on pose la question de l'accessibilité. On l'a vu, et c'est un peu le but du projet d'Alessandro, c'est on est face là à une tumeur qui est assez compacte, dans laquelle les médicaments ou un ARN messager auraient possiblement du mal à pénétrer et à agir. Après, la technique des ARN messagers, pour l'instant en clinique, ça n'a pas encore fait ses preuves à ma connaissance. Il faudrait réussir à bien identifier des cibles, des fonctionnements qui permettraient d'être efficaces, mais vraiment en sûreté, parce que là, on joue pas sur une protéine virale qui est étrangère à notre corps, on joue quand même avec, c'est quand même des cellules à nous, des cellules cancéreuses. Donc, il y a une limite qui, pour moi, est assez, en tout cas, qu'il faut bien délimiter, c'est comment s'attaquer aux cellules cancéreuses
en étant certain de ne pas s'attaquer aux cellules saines. C'est mon point de vue. Nous, l'ARN messager, en tant que molécule, on l'utilise tous les jours au laboratoire. C'est de la biologie moléculaire. C'est comprendre comment les cellules fonctionnent. Donc, ce que fait Andrea quand il découpe l'ADN des cellules pour venir induire ou enlever des mutations, ça, on utilise beaucoup les ARN messagers. Maintenant, d'un point de vue thérapeutique, en tout cas, ce n'est pas des pistes sur lesquelles nous, on s'oriente. C'était une très très bonne question, dans le sens où l'ARN va être capable de synthétiser une protéine. Quand cette protéine est étrangère à l'organisme, confère la Covid, ça va entraîner une stimulation du système immunitaire et donc c'est la vaccination. Le système immunitaire reconnaîtra cette protéine étrangère et on protégera. Quand on est face à une cellule cancéreuse, comme l'a très bien dit Samuel, on est face à une cellule qui est produite par notre organisme, qui en fait n'est pas réellement un corps étranger. Donc stimuler le système immunitaire contre cette cellule, c'est possiblement stimuler le système immunitaire contre d'autres cellules de l'organisme. Donc c'est ce rapport entre une vision thérapeutique, le bénéfice et le coût d'avoir possiblement une réaction immunitaire contre son propre organisme, qui est extrêmement difficile à envisager, qui est extrêmement difficile à moduler. Voilà, parce que les cancers n'expriment pas forcément des protéines très étrangères à notre organisme. C'est pour ça qu'on les tolère longtemps, et c'est aussi pour ça qu'on a du mal à les combattre, parce qu'elles sont quelque part propres à chacun d'entre nous. Donc ces voies de stimulation du système immunitaire ne marchent pas très bien. Quand vous entendez parler d'immunothérapie aujourd'hui, c'est en fait une mécanique inverse, c'est-à-dire qu'on va bloquer à certains moments les réactions du système immunitaire pour empêcher justement les mécaniques d'activation et pour avoir d'autres médicaments qui vont devenir actifs. Voilà. Tout ça est un petit peu compliqué, mais autant la vaccination par ARN messager est quelque chose d'extraordinaire. Dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais été aussi vite pour produire un vaccin et pour être efficace. On voit bien que ce vaccin en plus trouve beaucoup de champs des fameux variants, les variants indiens pour certains des vaccins, voire tous les vaccins. Ça, c'était une révolution, mais son application dans d'autres domaines reste encore difficile. Depuis quelques années, ces dernières années, vous avez une équipe de Japonais qui veut travailler avec vous. Sont-ils toujours Alors, présents? ils sont toujours là et on est très contents qu'ils soient là. Je vous ai parlé de la microfluidique. Vous savez, ces petits tuyaux avec ces micro-pompes, ça, nous, biologistes, ce n'est pas du tout notre domaine de compétence. On s'y met, on apprend, mais c'est grâce à eux, parce que c'est des experts dans les microtechnologies, nanotechnologies. Et donc, ça, c'est des partenariats avec Smiley et l'IUMN, donc deux instituts qui sont d'ailleurs cousins, on va dire. Mais oui, ces partenariats sont toujours présents et on travaille de plus en plus avec eux, d'ailleurs, via ce projet, qui est vraiment l'interface entre la biologie et la microtechnologie. Il n'y a pas de questions parmi les internautes? Non, il n'y a pas de main qui se lève. Merci, Dr Mignon. Merci. Donc là, nous allons maintenant procéder à la remise du chèque, qui sera fait par notre président du club d'Armentières, François Hugues. Auparavant, ce chèque n'est pas le fruit du travail du club d'Armentières. Donc, je vais citer tous les clubs associés à ce don, parce que seul Armentières n'aurait pas su arriver là en ces deux périodes difficiles. Donc, les clubs associés sont la Basse-Séléouette, l'île Convergence, les Hauts-de-l'Île, l'île au Bourdin, l'île Fédère, l'île Opéra, Ouascal, l'île d'Éric, Croix-Étoile, le club Léo de PVL-Mélantois et aussi la dynamique Régine et Néon. Voilà. Merci Bertrand. François Hugues. Il est bien difficile de prendre la parole après de tels propos particulièrement clairs. Monsieur le professeur Lartigot, docteur Maignan, docteur Furlan, pardon, messieurs, mesdames les membres du centre Oscar Lamprey, chers présidents du club, chers participants, chers membres, chers amis Lyon, quelle joie de se retrouver votre présence à l'occasion d'une cérémonie de remise de chèque 2021 un peu particulière en cette période lorsqu'on la compare à celle que nous avons déjà connue.
Cette 26e édition, Tulip 2021, a été malheureusement marquée par une année particulièrement déstabilisante. Les restrictions dues à la pandémie de Covid-19 ont quelquefois limité nos activités ainsi que toutes nos actions. Mais la volonté d'aider est plus forte. Le coronavirus n'a pas empêché les clubs, les participants et tous les membres de continuer à agir dans la droite ligne de Gilles Servet. Les limitations de déplacement, les craintes liées à la situation épidémique, les périodes de temps parfois maussades et pluvieux, qu'on a pu quelquefois connaître en avril, n'ont pas empêché tous les clubs et tous les participants de s'investir dans la cueillette ainsi que dans la vente des tulipes cette année. Alors les remerciements vont à vous tous, chers amis du club, chers participants, chères épouses, chers membres des associations, merci pour votre investissement et votre temps passé. Merci Michel, plus particulièrement à toi, qui une fois encore a organisé et coordonné l'action du début à la fin, sans céder et en maintenant toujours la bonne humeur. Cet investissement a porté ses fruits. Alors c'est au nom de tous, professeurs, et de tous les participants, mais en restant humbles, que nous sommes ce soir heureux de vous remettre une somme de 21 500 €. Merci à vous tous pour ce que vous faites chaque jour. Merci infiniment. On va se mettre devant la caméra. Voilà, pour bien montrer aussi à tous ceux qui ne sont pas là ce soir ce chèque que je remettrai immédiatement à Fanny, comme toujours, qui est la gardienne du temps. Ce chèque qui, comme il a été dit par Monsieur le Président, aussi retrace tout votre investissement, le travail que vous avez fait, la mobilisation des temps difficiles pour tous, difficiles pour vous, difficiles pour les établissements de santé, difficiles pour nos patients. Je pense qu'on a réussi à passer aussi ce cap et cette période. Le centre Oscar Lambret est resté ouvert comme d'habitude, 24 heures sur 24 pendant toute cette année. Notre activité est restée inchangée. On a même pris un peu plus de patients en charge que les années précédentes, qui a traduit aussi la mobilisation. On continue à beaucoup communiquer. Vous verrez dans les prochains jours une communication du centre Oscar Lambret plus tournée vers les femmes, les cancers de la femme, mais vous verrez qu'on a eu un mode où les messieurs sont très partie prenante de notre communication. Je fais un peu de teasing, mais vous verrez sur les réseaux sociaux la communication qui a été faite sous forme de petits films courts, mais qui retrace aussi la place et les actions du centre Oscar Lambret dans la prise en charge au quotidien des patients, bien sûr la recherche, indispensable, mais aussi le quotidien de nos équipes médicales et paramédicales que sont les patients. Vous nous aidez sur la partie recherche et nous vous remercions sincèrement parce que ce sont des éléments complètent notre dispositif et nous permettront de encore mieux soigner nos patients. Voilà, merci infiniment, merci pour votre mobilisation sans faille. Je n'ai que vous dire, sauf un énorme merci. Nous savons tous l'investissement que vous avez et je ne peux qu'au nom des acteurs du centre Oscar Lambret vous remercier tout particulièrement. Merci. Le club associé. Je vous en prie. Venez, mesdames, on s'entend entre messieurs. Franchement, un peu de festoun, hein. Répartissez-vous, je vous en prie. Merci infiniment. Bien entouré. Cheese, cake. Merci beaucoup. Merci à tous. Fanny, devant témoin, je compte. Je vais passer la parole à notre futur président qui va. Bonsoir à toutes et à tous. Je n'ai plus grand-chose à dire après ces messieurs, tout a été dit. Je viens clôturer donc cette campagne 2021 et vous annoncer que celle de 2022 est déjà lancée. Le terrain, on sait où on va planter, évidemment. Les 135 000 bulbes sont déjà commandés avec des nouvelles variétés dont vous nous direz des nouvelles. Vous allez voir.
Et si vous mettez l'année prochaine autant d'énergie que vous en avez mis cette année, compte tenu de la qualité de fleurs que l'on aura, je crois que vous allez sauter tout. Le lien, vous allez recevoir un lien, enfin, tous, et puis vous allez recevoir un lien pour YouTube, de façon à revoir toute cette séance. Je vous souhaite une bonne rentrée, des bonnes vacances, prenez soin de vous.